Goedenavond allemaal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas Mathieu. Nous sommes très heureux que vous êtes venu ici à Amsterdam. Je me rappelle, il y a 2 ans, que vous étiez l'invité à la bibliothèque publique, ici, un soir comme ici, mais c'était le jour où le Covid a attaqué notre pays et le gouvernement avait interdit aller au cinéma, les théâtres, les rendez-vous avec les écrivains. Alors cette fois-là, ce n'était pas possible de vous rencontrer à Amsterdam. Maintenant, c'est autre chose. Ça n'est pas ma faute. Et non, pas du tout. Je tiens à le préciser quand même. Non, pas du tout. Vous étiez là, mais c'était le gouvernement. Si vous parliez d'invasion, je tiens à dire que ce n'est pas. C'est le gouvernement qui avait gâché cette fête-là. Bon, deuxième chance. Hein. Ce qui m'intéresse, vous étiez où lundi, le 1er mai, le jour de la fête? Alors je vais vous dire où j'aurais dû être. Parce que j'aurais dû défiler pour la fête des travailleurs et des travailleuses, mais je croyais que c'était l'après-midi et c'était le matin et j'ai dormi trop tard. Donc j'étais dans mon lit. Vous étiez chez vous en France? Oui. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? C'était la 13e fois qu'il y avait des mobilisations. Ça continue et ça continue. Qu'est-ce qui se passe actuellement en France? Ça commence fort. Il y a eu un projet de réforme des retraites en France qui a suscité une très vive opposition pour des tas de raisons, oui. Et qui a été adopté un peu de force par le gouvernement, ce qui suscite une très très vive opposition et réaction de la population. Et donc c'était le 1er mai, la 13e, effectivement, mobilisation populaire, oui. Depuis janvier, je crois, avec entre 2 et 3 millions de Français dans la rue. Oui. Est-ce que c'est seulement une question des retraites ou est-ce qu'il y a autre chose dedans? Alors, heureusement, ça n'est pas qu'une question de retraite, parce que j'aurais beaucoup de mal à expliquer ici, où on prend sa retraite à 67 ans, pourquoi nous ne voulons pas la prendre à 64. Au départ, c'était ça l'enjeu, l'âge de départ à la retraite. Et puis, c'est devenu une question démocratique. C'est-à-dire que oui, la manière dont cette loi a été adoptée, qui est légale, c'est-à-dire qu'elle respecte les formes légales. C'est un article de la Constitution, n'est-ce pas? Absolument. Elle pose, cette manière-là pose des questions dans la forme, par rapport aux usages habituels de notre République, et c'est un passage en force en réalité. Encore une fois, c'est légal. La question qui se pose, c'est est-ce légitime? Et pour beaucoup, dont moi, ça ne l'est pas tant que ça. Donc ça suscite beaucoup de colère. Est-ce que la 5e République est une chose trop autoritaire? Trop autoritaire? Autoritaire. Je pense qu'elle est par rapport aux mœurs actuelles. C'est-à-dire que ce gouvernement qui s'exerce en dépit de la volonté de l'opinion pose problème aujourd'hui, où l'expression populaire a pris davantage de place avec les réseaux sociaux, avec des tas de modes d'expression. Et puis, comme on le dit, on a des modes de gouvernement qui aspirent à être plus horizontaux et moins verticaux. Et la 5e République fonctionne de manière extrêmement verticale et presque monarchique dans son fonctionnement. Donc oui, elle est un peu datée, mais cela dit, c'est un ensemble d'institutions qui est très souple et qui dépend beaucoup de l'usage qu'on en fait. Et que cet usage qui en est fait actuellement est inédit. On n'a jamais vu ça. Non. Et on ne l'a jamais vu pour diverses raisons, c'est-à-dire qu'il y a un article de la Constitution qui permet de faire passer des lois en dépit de l'opposition du Parlement. C'est-à-dire que l'exécutif l'emporte toujours contre le législatif, et que ça pose un problème parce que cet exécutif-là a été particulièrement mal élu. Alors après, on peut rentrer dans les détails, ça risque de nous prendre longtemps.
Est-ce que ça vous intéresse comme citoyen ou aussi comme écrivain, ces changements, les choses qui se passent dans la politique? Les deux. Les deux. Oui. C'est-à-dire que moi, quand je ne pense pas que mon opinion d'écrivain ait plus de valeur qu'un citoyen qui serait boulanger ou avocat ou quoi que ce soit. Ma parole a la même valeur exactement. Je ne suis pas sûr. Le retentissement de ma parole n'a pas exactement le même volume, mais sinon, en valeur pure, c'est la même chose. C'est une parole de citoyen parmi d'autres. Moi, j'ai toujours fait des romans qui sont politiques, c'est-à-dire qui s'intéressent au fonctionnement du monde social. Comment on vit ensemble, quels sont les rapports de force qui trament une société, quels sont les rapports de domination, de sujétion, comment tout ça s'organise. Mais je m'étais toujours tenu à l'écart jusqu'ici d'un engagement plein et entier. Mais là, ça a dépassé un peu les bornes. Et c'est vrai que j'ai écrit des textes nombreux, là, cette fois, pour résister, en fait. Parce que ce gouvernement prend un tour... l'exercice du pouvoir prend un tour autoritaire. Oui. Je ne dis pas du tout que c'est une dictature. Je dis que ça prend un tour autoritaire et que surtout, c'est un pouvoir qui, pour des tas de raisons, n'a jamais eu une majorité pour lui. Et que de ce fait-là, ça l'obligerait à un peu de circonspection, au moins, et à entendre ceux qui lui sont opposés. Et ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Et cela génère dans le corps social français une colère comme on n'en a pas vu depuis des décennies. C'est vrai. Il y a quelques écrivains qui sont un peu membres de ce mouvement-là. Je me rappelle que j'ai vu dans la presse française il y a quelques mois une mobilisation où Annie Ernaux était à côté de Jean-Luc Mélenchon sur les rues de Paris. C'est votre style aussi d'aller dans la rue comme écrivain, comme personnage connu pour montrer quelle est votre opinion? Alors oui, mais je ne le ferai pas à côté de Jean-Luc Mélenchon. Parce que je sais contre quoi je lutte, mais je ne suis pas sûr d'avoir un avis très arrêté par rapport à ce pourquoi je milite. Voilà. Donc je pense qu'un écrivain, il peut avoir une fonction engagée dans le monde social qui soit de description, de nuisance, d'opposition. Mais de là à dire ce modèle-là politique ou ce candidat-là est préférable, moi, je n'irai pas jusque-là, à titre personnel. Je comprends. Merci. Parlons de Konorama. C'est votre roman qui a déjà paru en France plus d'1 an, mais depuis 1 mois ou 6 semaines. Il est paru aux Pays-Bas, chez nous. Alors, ce sont les lecteurs néerlandais qui peuvent lire le livre. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire d'amour, n'est-ce pas? C'est pas si sûr. Si vous la lisez bien, à part une phrase à la fin du roman, il n'est pas tant question d'amour que ça. C'est la question d'une relation entre un homme et une femme, une relation adultérine, qui recommence, le vie sentimentale. Etc. Et chacun, ils ont 40 ans tous les deux, et chacun à sa manière use de cette relation-là, qui renaît à 40 ans alors qu'elle a eu des ferments à l'adolescence, comme d'un levier pour refaire sa vie. Mais est-ce qu'il est question d'amour ou est-ce que c'est juste une relation sexuelle? Tout ça est laissé un peu à la liberté du lecteur. D'accord. Est-ce que la femme dans ce récit s'appelle Hélène? Oui, elle a environ 40 ans. Est-ce que pouvez-vous nous présenter ce personnage? Hélène, c'est une jeune fille qui a grandi dans une petite ville de province, dans une famille relativement modeste, et qui a voulu à tout prix
réussir. Et ça a consisté pour elle quand même à marquer des distances par rapport à son milieu d'origine, à réussir scolairement. Oui. Je ne sais pas comment ça se passe aux Pays-Bas, mais en France, la réussite scolaire, c'est une mythologie très puissante. Elle a voulu gagner de l'argent, elle a voulu cocher toutes les cases du programme de réussite tel qu'on se le représente, en tout cas tel qu'on nous le vend. Oui. Et quand on la rencontre, elle a réussi. Oui. Et elle se dit « so what ?» Il y a un sentiment quand même. Crise, voilà. Il y a une crise de la réussite. Oui. En même temps, c'est une femme ambitieuse qui a fait ce parcours des écoles, des études, etc., qui a travaillé quelque temps à Paris, mais si on commence dans le livre, elle a changé sa vie avec son mari et ses enfants. Maintenant, elle vit à Nancy. Et elle travaille dans qu'est-ce qu'on dit? Cabinet. Dans un cabinet, dans une consultancy, on dit aux Pays-Bas ou en Angleterre. Et chez vous, ça s'appelle? Un cabinet de consulting. Consulting, voilà. Ça arrive au meilleur. Ce qui est intéressant, qu'elle a une collègue beaucoup plus jeune, une stagiaire, Lison, et ils se sentent bien les deux. Cette femme elle est plus jeune et d'une certaine manière, elle séduit cette Hélène de chercher des aventures amoureuses sur Internet. C'est-à-dire que Lison, pour Hélène, elle représente plein de choses dont elle a rêvé et de choses qu'elle n'est plus. C'est-à-dire que c'est une jeune femme, c'est une Parisienne. Oui. Et quand on est né en province, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis, elle fait partie de la génération d'après, c'est-à-dire la génération des millennials qui sont nés avec Internet, qui ont appris à aimer avec Internet. Et elle est beaucoup plus fluide qu'Hélène, dans ses amours, dans son rapport au travail. Tout ça, moi, je ne l'ai pas inventé. Les personnages de stagiaires comme ça qui arrivent au bureau un jour dans notre open space et puis dont on se rend compte qu'ils n'en ont rien à foutre de rien, qu'ils sont infiniment plus libres que nous, qui nous expliquent notre travail. C'est des choses qui existent. Oui. Et ça m'avait intéressé de parler de ces personnages-là. Et c'est vrai qu'elle sert pour Hélène de détonateur, parce qu'elle lui montre ce qu'elle n'aura jamais été vraiment. Et puis elle lui montre aussi comment on aime aujourd'hui, c'est-à-dire via les réseaux sociaux. Et c'est trop intéressant pour Hélène. Alors, elle c'est-à-dire quand Hélène, elle s'emmerde avec son mari et quand on lui parle de Tinder, ça fait tilt, quoi. Elle se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. Oui. Mais d'abord, il y a aussi un homme dans votre livre, c'est Christophe, qu'elle connaît depuis longtemps, superficiel, un petit peu. Lui, il habite pas à Nancy, mais dans une ville que vous avez inventée. C'est intéressant, dans votre livre, il y a des endroits qu'on connaît. Il y a la Moselle, etc. Il y a Metz, Nancy, Épinal. Mais quand même, vous avez aussi inventé une ville, la ville où Christophe il vit. Est-ce que c'est un choix? Pourquoi vous jouez avec des villes qui existent? Il y a des villes qui n'existent pas, une ville qui n'existe pas. C'est pourquoi? C'est bien sûr, c'est la liberté d'un écrivain. Mais exactement, en fait. Vous pouvez faire ce que... Comment c'est ce que j'avais déjà fait pour le précédent roman, Leurs enfants après eux. C'est-à-dire que mélanger des lieux qui sont réels et donc qu'on peut très bien situer, et puis des villes fictives. Et dans cet agencement-là, il se produit quelque chose, ça libère des espaces romanesques. Et franchement, j'ai rien inventé là, parce que si on regarde des gens comme Faulkner, avec son comté imprononçable du Mississippi, ou même les villes qu'invente Stephen King dans le Maine, on sait que c'est où c'est, mais n'empêche que c'est des villes qui sont inventées. Eh bien, ça laisse une disponibilité pour la fiction, en fait. Et Christophe a
a grandi dans cette petite ville dont Hélène est originaire aussi. Cornécourt. Hein, Cornécourt, voilà. Et elle est partie, lui est resté. Oui. Elle a fait de grandes études, lui il en a fait de petites. Oui, c'est vrai. Elle affiche tous les signes de la réussite et elle se pose des questions sur, quand même, est-ce que sa vie est si accomplie que ça? Lui, à l'inverse, il pourrait avoir l'air d'être un raté, mais c'est pas si clair non plus. Non, parce que localement, ça a été un star de sport, n'est-ce pas? Hein? Il a joué le hockey sur glace et dans sa région, ça a été, c'est dans le passé, mais ça a été un star. C'est ça, c'est ce garçon dont on rêve quand on a 15, 16, 17 ans, parce qu'il est beau, qu'il fait du sport, qu'il réussit, c'est une étoile. C'est les étoiles filantes de l'adolescence. Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Je sais que ça peut avoir l'air d'être des stéréotypes, mais moi je sais que ça vient de la vie, tout ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant « Christophe, je le connais, Hélène, c'est moi, etc. » Et il y a même un Christophe et une Hélène qui se sont rabibochés grâce à moi. Est-ce que c'est un compliment? Je ne sais pas. Il faudrait voir si ça a duré. D'ailleurs, cette femme qui essaie d'échapper de sa monde, c'est intéressant que la première fois qu'elle a un rendez-vous avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est à côté de ses parents. Ouais. Hein? Alors, tout le temps, elle bouge, elle essaie de monter dans la société, d'agrandir son monde. C'est un peu l'ironie que la première rencontre avec un copain, c'est à côté de ses parents. Oui, enfin ça c'est je ne sais pas si cette notion ou ce concept existe aux Pays-Bas, mais c'est un mot qui fait beaucoup parler en France, la question des transfuges de classe. C'est-à-dire que ces gens qui passent d'un milieu à un autre et qui finalement restent toujours un peu entre deux milieux. Oui. Et Hélène, c'est ça, elle ne sera plus jamais du monde de ses parents, et elle ne sera jamais non plus vraiment de la bourgeoisie parce qu'elle n'y est pas née. Et donc elle ne cesse pas de faire des allers-retours. Et sa relation avec Christophe, quelque part, c'est ça. C'est un retour à son monde initial. Donc c'est un rapport de, pas de résolution, mais de réconciliation. Et en même temps, tout le roman tourne autour du fait que peut-être que la distance entre eux, le fossé est trop profond. D'où le choix de ce titre, qui peut paraître un peu obscur pour un lecteur étranger, mais qui raconte quelque chose de très évident pour les Français, je crois. Cette chanson-là, Les Lacs du Connemara, est une chanson d'un chanteur très populaire, et même de droite, qui s'appelle Michel Sardou. Et c'est une chanson qu'on écoute vraiment dans les bals, dans les milieux très populaires, dans les mariages, etc. Et en même temps, mais partout. Hein? Oui, c'est la chanson qui clôt toutes les soirées de HEC, donc la plus grande business school française, et par extension, grosso modo, les fêtes de toutes les écoles de commerce et d'ingénieurs, quoi. Et c'est un peu la même chose. Le roman s'intéresse à ça. Qu'est-ce qui traverse la société française? Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui lie Hélène et Christophe? Et en même temps, qu'est-ce qui nous sépare? Cette chanson, elle est vraiment... Elle est sur cette ligne de crête-là. Aussi, dans votre histoire, c'est une chanson qui, quelquefois, qu'on peut entendre, oui, dans les bars et ailleurs, oui. Qu'est-ce qui se passe dans le livre entre les deux personnages? C'est comme Madame Bovary, elle s'ennuie, il est là, il se passe des trucs, quoi. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui était assez transparente au lycée et qui a réussi, et qui s'amuse un peu à rejouer une partie de son adolescence plus tard, mais avec la position dominante alors qu'elle était dominée au lycée. Et lui, c'est pareil, il essaye de rejouer une partie de son adolescence parce que c'était un champion de hockey, il essaye de remonter sur la glace. Et chacun, au milieu de sa vie, puisqu'ils ont tous les deux 40 ans, essaye un peu de voir là où il en est
où il est arrivé, ce à quoi il aspire plus tard. Et tout ça, ça passe pour chacun en partie par le fait de rejouer une partie de sa jeunesse. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se constituent là au moment de l'adolescence. Oui. Être amoureux à 15, 16, 17 ans, c'est pas rien, quoi. Ils vivent pas ensemble, mais il y a des rencontres régulièrement dans un hôtel. Oui, souvent, dans les adultères, les gens ne vivent pas ensemble. Oui. ça va assez vite cette fois, dans votre histoire. Il y a un moment intéressant quand il y a un mariage. On a l'impression que lui, il aime bien que Hélène lui accompagne à ce mariage-là, mais en même temps, ce mariage, c'est aussi un breaking point. C'est aussi un moment où ça ne marche plus entre les deux. Oui. Ça, c'est des lieux qui m'intéressent beaucoup. Dans le précédent roman, il y avait le 14 juillet, il y avait une demi-finale de la Coupe du Monde, là il y a un mariage. Oui. C'est ces endroits de l'existence et du monde social où des milieux se mélangent, alors qu'ils ne se mélangent jamais autrement, et qu'on mesure à ce moment-là les distances entre les gens. Et à la fois, c'est la fête, donc c'est des moments où des rapprochements sont possibles, des moments de dépenses pures. On passe nos vies à accumuler du capital. Capital financier, symbolique, culturel, tout ce qu'on veut. La fête, c'est exactement l'inverse. Une vraie fête. Une vraie fête, c'est un mélange. Et puis c'est un moment de dépense. Oui. C'est-à-dire qu'on dépense son énergie, on se fait honte, donc on bousille de son capital symbolique. On peut claquer, par exemple, beaucoup d'argent en boîte de nuit. Vous voyez, et c'est ces moments-là qui m'intéressent, parce que c'est des moments profondément ambigus, où il y a des rapprochements possibles, et en même temps où on mesure le plus gravement les distances. Après ce mariage, il y a la fin de votre livre, qui est brillant, qui est très court, et dans la fin de votre livre, l'épilogue, ça s'appelle, je vois. Vous ne dites pas beaucoup, mais on sent, comme lecteur, on sent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que je me demandais en lisant, est-ce que vous étiez sûr que ça doit être la fin, ou vous avez cherché des autres choses pour finir le livre? Comment ça a marché? Il y a tout type d'écrivains et d'écrivaines. Il y a des gens qui font des plans a priori, et puis après qui exécutent leurs plans. Donc eux, ils ont une idée de la fin. Et moi, moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai déjà essayé de réfléchir à des structures de romans. Il se passe rien. Non, moi, je pars des personnages, je les mets en situation, je les fais exister. Et à partir de là, il y a des possibilités qui s'agencent. Et donc non, je ne savais pas comment ça allait se finir. Moi, quand je suis parti... Vous étiez surpris par... Mais oui, parce que, alors ça, on croit toujours que c'est des coquetteries d'écrivains, mais de fait, les personnages gagnent en autonomie à mesure que vous écrivez. Au départ, vous êtes maître, vous le posez, votre personnage. Oui. Puis, vous le faites exister dans une situation. Vous avez fait un premier choix pour lui. C'est des arborescences de choix, en fait. Et plus vous le poussez dans l'action, plus il va prendre des chemins, et moins vous pouvez revenir en arrière. Et à ce moment-là, voilà, là c'est l'écrivain qui n'est pas d'accord, mais parce qu'on n'a pas la même méthode de travail, peut-être. Je ne fais pas de fiction, alors je vous écoute. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que à mesure que l'histoire avance, il gagne en autonomie, et que je ne sais pas exactement où ça va finir, quelle sera la résolution. Et je pense que si je le savais, l'effet de vie qui se dégage du roman serait moindre. Je ne peux pas gâcher la lecture des gens ici, alors je ne peux pas dire tout, mais vous aviez le choix d'un happy end ou pas. Oui. C'est le choix d'écrivain ou pas? C'est pas mon choix, c'est la pente des personnages. Non, parce que moi je suis comme vous, j'aime bien les happy end. Non, en vrai, non mais vraiment, je sais que ça a l'air d'une coquetterie et d'un truc genre oui, je suis dépassé par l'écriture, mais de fait,
il y a un moment où les situations produisent des rapports de cause à effet dont vous n'êtes plus totalement maître. Et comme dans la vie. C'est-à-dire que vous prenez une décision, vous allez dans telle ville, vous postulez pour tel job, vous avez ce job. Et puis à partir de là, il y a des choses qui s'enchaînent. Vous ne serez pas maître de tout. Il y a des effets de domino. Et voilà. Pas du tout. Moi, vraiment, j'ai été très frappé quand j'étais étudiant par un article fameux de Bourdieu qui s'appelle « L'illusion biographique ». L'illusion biographique. L'illusion biographique, voilà. Où il raconte, où il explique ça, il fait une analyse des biographies. Et il dit quand on lit une biographie, en tout cas les gens qui les écrivent, souvent ils connaissent la fin, puisque la personne est morte, et ils vont avoir tendance à induire du sens entre le point de départ et le point d'arrivée. Et que du coup, il y a un enchaînement causal, logique, etc. Or, dans les faits, notre vie, elle ne ressemble pas du tout à ça. Elle n'est pas déterminée, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de destin, de providence. Voilà. Il n'y a pas de providence. Et il cite cette phrase qu'il y a dans Hamlet et qu'a emprunté Faulkner. La vie est une histoire pleine de bruit et de fureur racontée par un imbécile. Donc dans la vie, il y a du chaos comme ça. Et c'est pour ça aussi que mes histoires, elles se finissent toujours un peu par un point de suspension, parce que je ne voudrais pas clore sur une fermeture du sens. J'essaie de faire des livres qui sont comme la vie. Vous le lisez, puis vous êtes un peu emmerdé avec, vous dites, putain, mais qu'est-ce qu'il faut en penser? Vos livres sont plus ou moins aussi faits pour le cinéma. C'est pas idiot qu'un roman de vous est devenu une série télévision. Votre autre roman, Le Prix Goncourt, est préparé pour le cinéma, je pense, oui. Imaginez que vous êtes l'écrivain des scénarios à Hollywood. Je ne suis pas sûr que le producteur hollywoodien était d'accord avec la fin de ce livre-là. Le producteur hollywoodien, il serait très à l'aise avec mon livre parce que c'est lui qui a le final cut. Donc il referait la fin. Mais là, on vient de cramer toute la fin pour toute l'assistance. Mais en tout cas, si votre question... Enfin, c'est pas votre question, mais je me la pose. Oui, qu'est-ce qu'il y a qui se prête bien à l'audiovisuel dans mes bouquins? Il y a plein de choses. Déjà, il y a le fait que moi, je regarde beaucoup de cinéma et beaucoup de séries, et que finalement, les règles dramaturgiques, depuis Aristote jusqu'au Soprano, c'est les mêmes. C'est-à-dire un protagoniste, une quête et des obstacles, et que tout ça... c'est toujours la même affaire, quoi. Et que j'ai une imagination et une manière d'écrire qui est très visuelle et qu'il n'y a pas tant de psychologie que ça. Il y a des situations et des personnages. Oui. Parlons de l'univers de Nicolas Mathieu. D'abord, c'est l'Est de la France, qui est une région que vous aimez bien, que vous connaissez bien. C'est... Je la connais, ça c'est sûr. Voilà. Je ne sais pas si je l'aime bien. Mais je me tâte. D'abord la connaissance, alors? Vous le connaissez bien? Pendant longtemps, j'ai écrit les livres que j'avais envie de lire. Et j'ai découvert, après 15 ans d'essais et de ratage, qu'il faut écrire ce dont on est capable. Et pas forcément ce dont on a envie. Et que le choix de cette région, il s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce que je savais faire, c'est restituer un monde de manière relativement réaliste. Et que plus je le connais, plus cet effet de réel est grand. Mais il n'y a pas une tendresse particulière pour la géographie dans mes romans. Non. C'est ni d'acrimonie d'ailleurs. C'est pas la question de savoir si on aime ou on n'aime pas. C'est un lieu où des gens vivent, où ils existent, et j'essaye de rendre ça avec le plus de justesse possible. Oui. Il n'y a pas de célébration de la géographie. Et ça aide que vous êtes né dans cette région, votre jeunesse, vous avez passé là-bas, etc. En même temps... Alors, pour chaque auteur, évidemment, et chaque autrice, il y a
des postulats différents à adopter, mais il y a cette fameuse phrase de Hemingway, write what you know. Ah. Et moi, ça correspond quand même, ça coïncide bien avec mon projet esthétique. Ouais. En même temps, c'est une région où l'industrie a eu une certaine grandeur qui n'existe plus. Ça donne une certaine atmosphère. Bien sûr, ouais. Pas très jolie, pas très... Oui, c'est un peu sombre. Ouais. Et c'est aussi la vie des personnages que vous avez créés et qui sont dans ce décor-là. Et oui, ça cause une certaine sobriété. Oui, et à chaque fois, encore une fois, je ne l'ai pas vraiment décidé. Hein, c'est des analyses que je porte a posteriori. C'est toujours l'histoire de gens qui ont très faim dans un monde déchu. Mm-hmm. Et qui s'arrangent des possibilités qui leur sont laissées dans ce monde qui a été grand et qui ne l'est plus tant que ça. Mm-hmm. Après, c'est pas si... C'est plus compliqué que ça, naturellement, parce que Hélène, elle vit dans cette région qui n'est pas très, très florissante, et en même temps, elle gagne très bien sa vie. Oui. Il y a des gens... Oui, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui se portent bien. Même Christophe n'est pas dans une détresse économique du tout. Hein. C'est pas la question. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Vous donnez beaucoup de détails de vos personnages. Et ça donne le confort pour le lecteur, que vous le connaissez bien. Oui. Comment ça marche, cette documentation des personnages, des lieux, des bureaux où ils travaillent? Ce sont tous les détails qui fonctionnent bien et qui donnent, le lecteur le plaisir. On est là, on connaît cet endroit, mais d'abord, c'est l'auteur qu'on connaît, et les personnages, et les endroits. Il y a une partie des choses qui sont liées à la manière dont je regarde le monde. C'est-à-dire que je vois plein de détails tout le temps partout et qu'à chaque fois, ils sont... Attendez, je vais venir sur la documentation. et que quand je raconte l'histoire, il remonte à la surface. Par exemple, là, vous portez un pantalon de velours rouille. Si je fais porter ce pantalon-là à un personnage, c'est pas la même chose que si je lui fais porter un jean ou un pantalon de trait hiver. Ça dit des choses. Et ce qui est bien, c'est que ça dit des choses sans que j'ai à les dire. C'est-à-dire que le roman devient comme le monde, un ensemble de signes à interpréter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et puis, il y a d'autres détails pour lesquels je me documente. Par exemple, le monde dans ce roman-là, Connemara, le monde du hockey ou le monde du consulting, là, j'ai un peu enquêté quand même. C'est-à-dire que... Comment vous faites ça? Vous avez des amis qui sont dedans ou... Pour le consulting, j'ai même fait des appels à témoignages sur Facebook. Où je leur ai dit, envoyez-moi vos slides dans les boîtes de consulting. Et les gens me les ont envoyés, mais je ne peux pas m'en servir, personne n'y aurait cru. Je veux dire que le bullshit entrepreneurial allait si loin que ça n'était pas exploitable toujours. Et tout ce que j'ai mis dans le roman est vrai. C'est-à-dire qu'on est à ce niveau de... Oui, de bullshit, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et puis pour le hockey, voilà, j'avais des copains qui avaient joué au hockey, j'ai fait des interviews, j'ai passé du temps à la patinoire à regarder des matchs, j'ai passé du temps avec l'équipe aussi dans les vestiaires, ce qui est une épreuve parce que ça sent très fort. Enfin voilà, j'ai travaillé. Vous êtes devenu amateur ou pas trop? De hockey? Ouais. Ah bah, je l'étais au départ, c'est-à-dire que, enfin pas depuis des décennies, mais c'est en allant voir des matchs de hockey parce qu'effectivement c'est un truc important dans la ville où j'ai grandi. En fait, un roman, ça naît quand même à la croisée de plusieurs choses qui vous obsèdent. Voilà. Donc, là, il y avait le monde de l'entreprise, du consulting. Et puis, en 2019-2020, je suis allé voir pas mal de matchs de hockey dans ma ville d'origine, à Épinal. Et l'équipe qui avait été florissante et qui a une importance quand même assez considérable dans l'histoire de cette ville, avait plongé pour des questions financières. J'ai vu des potes à moi qui avaient 40 ans et qui retournaient sur la glace jouer.
Et j'avais été vraiment, j'avais trouvé ça poignant, parce que moi j'avais le même âge et je voyais bien que je ne pourrais pas y aller. C'est-à-dire que physiquement, remonter sur la glace, faire cet effort-là, avoir toute une ville qui pousse derrière, ça disait quelque chose de ce peuple-là, de ces gens-là, de ces corps-là, qui m'avait beaucoup, beaucoup ému. Moi, je ne suis pas un intellectuel. Au départ, quand même, les choses viennent par les affects. Oui. Oui. Et ça m'avait touché profondément. Je m'étais dit, comme Connemara. Connemara, c'est peut-être une chanson méprisable, mais moi, elle m'affecte profondément. J'ai envie de rendre ça. Oui. Et la documentation des caractères, des personnages. C'est intéressant de lire comment vous écrivez, comment les femmes se sentent, comment Hélène et Lison, elles parlent ensemble, qu'est-ce qu'elles sentent pendant qu'elles veulent l'amour, comment ça va pour elles. C'est aussi une certaine documentation, je pense, de comprendre quel est l'univers des femmes. C'est loin de nous. Hein? On passe quand même beaucoup de temps avec elles. À un moment donné, on finit par les écouter. Non, mais c'est la voix intérieure, je veux dire. Hein? Oui, non, mais oui. Enfin, je veux dire, si on écoute, les femmes, elles se confient, quoi. C'est quand même passionnant. Enfin, ça, il y avait ça vraiment dans mon premier roman. Et d'ailleurs, c'est parti de là, du personnage féminin Rita. Je m'étais demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme? Comment elle désire? Qu'est-ce que c'est que leurs préoccupations? C'est pour ça que moi, je fais toujours des romans coraux, c'est-à-dire avec plusieurs personnages. C'est que ce qui m'intéresse dans la fiction, et raison pour laquelle je fais de la fiction et pas des récits, parce que ça ressemble beaucoup à ma vie, mais c'est quand même de la fiction, c'est qu'on passe d'un corps à l'autre, d'une tête à l'autre, et que par la fiction, on est amené à cultiver cette intelligence si particulière qui s'appelle l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place des autres. Ah. Vos livres sont hyper réalistes, c'est de la fiction. Oui. En même temps, il y a un côté documentaire. Oui. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est un monde inventé, et en même temps, c'est difficile d'imaginer que c'est une création. Et aux États-Unis, je crois qu'il y a un mot pour ça, l'hyperréalisme. Mais c'est un genre que... C'est peut-être votre genre. Ouais. C'est pas un choix philosophique ou esthétique tellement ça. C'est-à-dire que je crois pas que je sois capable d'autre chose. C'est vraiment une citation que j'ai dite des milliers de fois, mais j'étais très frappé par une citation de Joe Louis, le boxeur poids lourd, champion du monde à la fin de sa carrière. On lui demandait quel bilan tirez-vous de votre carrière, et il disait j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. Et donc moi, c'est pareil, je fais avec ce que j'ai. Oui. Je ne serais pas capable d'écrire de la science-fiction ou des sagas pleines d'imagination. Il faut que ça parte du monde tel que je l'observe. Et puis dans ce geste de restitution du monde, je pense qu'il y a au moins deux choses. C'est que j'essaye d'en sauver une partie parce que le passage du temps m'est intolérable. Oui. C'est le grand personnage des deux derniers romans, le temps qui passe quand même. Oui, oui. Et puis se dire le degré de bêtise et de violence du monde tel qu'il est, il faut pouvoir rendre quelques coups, et en décrivant le monde tel qu'il est, on peut. C'est-à-dire que moi, le bullshit des cabinets de consulting et du management et tout ça, je l'ai subi. Et quand je le tourne en dérision, quand je le décris, je m'en venge. Oui. Oui. Et ça n'est pas le moindre de mes plaisirs. Oui. Flaubert dit ça quelque part dans sa correspondance avec George Sand. Il dit d'écrire, c'est déjà se venger. Se venger, oui. Les trois romans de vous que je connais, ils vont ensemble. Et pour moi, c'est difficile d'imaginer que les prochains livres de vous
seront des autres livres qui... Ça donne l'impression que c'est un ensemble. Peut-être vous créez vous-même votre condition humaine. C'est vrai, c'est un exemple de toute notre époque, mais peut-être vous travaillez dans la même voie. Oui, à ceci près que Balzac, c'était un exercice délibéré. C'est-à-dire qu'un jour, il a eu cette révélation. Il s'est dit, je vais faire... C'était un programme. Ouais, voilà, il avait un programme qu'il a conçu, oui. qu'il a décliné, oui. avec cette idée géniale de reprendre des personnages d'un livre à l'autre. Oui. Moi, ça s'est fait de manière plus empirique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, je m'en rends compte maintenant en fait seulement, j'ai que 3 romans finalement au compteur, oui. Que d'un roman à l'autre, il y a des personnages qui sont pris et rejoués différemment dans le roman suivant, oui. Comme des greffes ou comme des bouturages. Oui. Et même le petit livre sur le juge Wagner, oui. c'est aussi membre de cette... Bien sûr. Oui, oui. Bah, y a la question des ados, du temps qui passe, des rapports intergénérationnels. Oui. Et puis Rose Royale, elle fait le lien entre l'Hélène de leurs enfants après eux et puis celle... Voilà. Qu'est-ce que c'est que... Le sort des femmes, quoi. Oui, oui. Est-ce que votre prochain livre sera un certain membre de cette famille-là? Vous restez dans le... Ouais, ce que je peux dire, c'est qu'il y a certains personnages avec lesquels... Enfin, j'en ai pas fini avec eux. Voilà, voilà. Et ils me travaillent encore. En France, il y a les dernières choses que je vais vous demander. En France, il y a partout des musées et des écrivains. C'est une idée géniale. Ce sont des petits musées qui sont très intéressants. De temps en temps, je suis en Bretagne et à côté, il y a la maison natale de Renan. Il y a mais aussi des musiciens. Hein. Il y a un musée de Satie à Honfleur, de Debussy à Saint-Germain, etc. Vous habitez dans des coins sympas? Je vais prendre votre mail. Non, de temps en temps, j'ai visité ces endroits-là. Votre ville de naissance est Épinal? Oui. Ah, alors, est-ce que la maison où vous êtes né existe encore? Et est-ce que... Ce serait drôle, un musée pavillonnaire. Voilà, voilà. Oui, elle existe encore, mais il y a des gens qui vivent dedans. Vous me faites considérer ma mort avec une précocité extrême, là. Non, ben, à un moment donné, il y a une autorité qui fait possible qu'il y aura, dans une siècle, peut-être un musée dans votre... Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est un peu tôt d'en parler, j'imagine. Oui. En tout cas... En même temps, vous avez... C'est sérieux, vous avez un statut en France, hein, vous êtes un écrivain reconnu, avec peut-être un non-tirage de vos livres assez élevé. C'est un confort. Énorme. Oui. Mais ça, c'est pas lié. Moi, j'ai un rapport ambigu avec tout ça parce que, comme j'ai eu le prix Goncourt. Oui, il y a 5 ans. Voilà, et que ça vous tombe un peu dessus comme le loto, quoi. Et on sent bien qu'il y a une part d'aléa et de hasard. Jamais je me suis dit ce que tu as dans les mains là, tu le mérites. Jamais je me suis dit tu ne le dois qu'à la sueur de ton front. En une semaine, je suis passé de 8000 exemplaires à 100 000. Je sais que c'est pas que grâce à moi. Hein. Il a fallu un prix pour ça. Donc il y a des images du moment que vous êtes nommé comme l'écrivain qui a reçu ce prix-là. Il y a des images et ça. Aux Pays-Bas, c'est incroyable ce qu'on voit là-bas. C'est l'écrivain comme star, etc. Alors ça, c'est vraiment un truc intéressant parce que le prix Goncourt, il faudrait faire la sociologie de cette institution-là. Mmh. Parce que c'est la société qui produit en son sein une place pour un parasite parfait. Oui. C'est-à-dire que vous ne dépendez plus de personne. Vous avez les moyens... Ah bah si.
C'est-à-dire que vous êtes économiquement libéré de beaucoup d'entraves, que vous avez un prestige qui vous tombe dessus du jour au lendemain, Oui. Que vous pouvez en user comme bon vous semble. Oui. C'est comme une couronne de plumes Oui. qu'un jour on remet à quelqu'un, Oui. puis on lui dit maintenant, ce que tu dis, nous l'entendrons. Oui. C'est un phénomène complètement dingue. Hein. Oui. Au début, moi, ça m'a fait très peur d'ailleurs. Oui, vraiment. Oui, bien sûr. Mais vous, quand même, vous avez réussi de continuer. Bah, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu que Connemara, ça marchait, ça m'a rassuré quand même. Oui, oui, oui. C'est important, hein, Oui. parce que c'est une nouvelle étape, etc. Peut-être il y a des questions. Voilà. Malheureusement, je ne connais pas votre œuvre, mais j'ai des questions très courtes. Vous avez, je vais les lire certainement. On va les acheter au moins. Vous avez dit deux choses, beaucoup de choses très intéressantes. Il y a une mythologie très puissante en France, réussie scolairement, et je suis curieux de savoir plus. Et l'autre, vous avez dit qu'il y a une femme qui travaille dans le cabinet de consultation, une fille plus jeune qui est plus fluide dans plein de choses. Et je me demandais si aussi en question de classe et les différences de classe, cette fluidité, vous rencontrez ça aussi. Est-ce que c'est deux questions? Merci. Alors, par rapport aux mythologies, oui. Moi, je pense que chaque nation est structurée autour d'un certain nombre de mythologies. Et au moment de la Révolution française et pendant tout le XIXe siècle, la bourgeoisie, pour se justifier et remplacer l'élite noble qui fonctionnait par le sang et l'héritage, s'est justifiée par le mérite. Et que ce mérite, pour se vérifier, il a fallu qu'il passe par la scolarité. Et que c'est comme ça... Enfin, les grandes écoles, les transfuges de classe, les gens qui partent l'école, partent du tout en bas et arrivent tout en haut, etc. Ça fait partie de ce qu'on appelle la méritocratie en France, et qui est une des mythologies françaises. Et qui m'intéressait vraiment là. Et je pense que, de la même manière qu'aux États-Unis, Marvel rejoue certaines mythologies américaines, c'est-à-dire de la double identité. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je sais, on ne va pas le faire maintenant. Mais les Français, avec ces figures-là, de celui qui s'arrache à son milieu, de celui qui excelle à l'école, de celui qui est passé par les grandes écoles, etc. C'est des mythologies qui sont très fortes et très structurantes pour nous. Et puis qui permettent aussi de consolider la bourgeoisie dans sa place, parce qu'elle se dit, si je suis là, c'est que je l'ai mérité. Voilà. Et puis que ceux qui viennent d'en bas, ils le méritent aussi, donc ils s'agrègent. Vous voyez? Donc c'est une affaire qui marche très bien. Et puis ensuite, sur le personnage de Lison, effectivement, elle est fluide à plein d'égards. Elle est fluide effectivement socialement. On a du mal à distinguer de quel milieu elle fait partie. Par exemple, elle est habillée de manière très chic, mais elle n'achète que des vêtements de seconde main. Sexuellement, elle est indiscernable. On sait qu'elle couche aussi bien avec des garçons que des filles. Voilà. C'est effectivement un personnage de la fluidité, oui. Et elle ne représente pas toute une génération, mais elle est caractéristique d'une génération. Mais si c'est le cas, que cette génération est plus fluide, en question de classe aussi, ça peut avoir des répercussions énormes, bien sûr. Bah, ça, faudra voir quand ils sont devenus vieux et riches. Ouais. Mais si vous avez cette différence de classe qui est très significante en France, si ça devient très fluide, qu'est-ce qui va en placer? Est-ce que c'est une question que la classe restera une différence? Cette fluidité sociale, elle est à mon avis apparente seulement. Et puis surtout, quand on vient d'en bas, il est très difficile d'être fluide vers le haut. Hein. Très vite, on n'a pas les codes et on échoue. Elle, c'est parce c'est quand même une jeune petite bourgeoise, en fait, qu'elle arrive à jouer avec tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé au Henk à propos de la comédie humaine. Et puis, ça m'intéresse de savoir, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que je lis de temps en temps Balzac, pas par plaisir, mais parce qu'il me faut.
Et j'ai découvert que l'idée, à lui, il est venue de cette intertextualité parmi les personnages et tout, lorsqu'il a touché à un projet qu'il a avorté, que c'était l'histoire des 13. Ces hommes terribles, ces 13, il n'en a fait que 3 ou 4. Et que c'est à partir de là qu'il a eu l'idée de ce qui est devenu la comédie humaine. Donc ma question est, je ne savais pas ça avant. Ce n'était pas un projet hyper intellectuel de sa part, tout ça, c'était parce qu'il commençait, peut-être il voulait chercher comme au début, qu'il a été fracassé par ses premiers romans. Il a essayé ce genre de crimes et à la fin, il laissait tomber. Et il n'a plus refait ça. Mais c'était la base de toute la comédie humaine, est partie d'un genre qu'il a touché et abandonné. Dans votre cas, il y a quelque chose comme ça. Vous savez, c'est quoi les détonants? Alors, moi, le fait qu'il y ait des personnages qui d'une certaine manière, soient repris d'un roman à l'autre, je m'en suis rendu compte a posteriori. C'est-à-dire que ça s'est fait de manière empirique. En revanche, il y a quand même un déclic qui a tout changé pour moi. C'est que pendant longtemps, j'ai écrit quand même des romans très chiants et très narcissiques, où je disais « je », et qui n'étaient pas publiés. Et Dieu fasse qu'il ne le soit jamais. Et puis un jour, au lieu de dire « je », j'ai dit « elle ». C'était Rita, c'était aux animaux la guerre. Et à partir de là, de dire « elle », c'est-à-dire ça m'a fait rentrer dans la fiction. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu faire des choses intéressantes. C'est par le pronom que c'est venu. Merci. Merci. Heeft iemand nog iets te vragen? Il n'y a plus de questions. Ah, pardon, allez-y. Heureusement que monsieur n'a pas lu les livres. Hein. Non, mais comme personne pose cette question, mais au début de votre entretien, vous avez commenté un peu sur la situation politique en France pour le moment. Et je me demande, c'est une occasion de poser cette question en français. Dans les pays du nord de l'Europe, inclus les Pays-Bas, c'est très difficile de comprendre pourquoi les gens ici on entre en retraite à l'âge de 66, presque 67 ans, et en France on lutte pour qu'on peut rester à l'âge de 62 ans à peu près. Comment est-ce que vous expliquerez ça aux Néerlandais pourquoi la France fait ça? Et les Français disent que c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour la France. Alors, moi j'ai une hypothèse. Hein, c'est que vous êtes le pays le plus riche d'Europe depuis 4 siècles. Et que ça donne un rapport au nombre qui n'est pas du tout le même que le nôtre. C'est-à-dire que vous, les chiffres, vous y croyez. Nous, on croit à une autre chose qui s'appelle la douceur de vivre. C'est des philosophies de l'existence. Oui. Donc on est moins riche, mais on est bien. C'est exactement ça. C'est pour ça que vous venez en vacances chez nous. Moi, je ne suis pas tout à fait néerlandais, mais c'est pas grave. Je suis encore de plus du sud que ça. Mais... J'en parle parce que je pense que, effectivement, je suis allé en Allemagne avant et on me pose le même genre de questions. C'est des rapports, idéologiques. À qu'est-ce que c'est l'efficacité, qu'est-ce que c'est la rationalité, des choses de cet ordre. Dans les pays du Sud, c'est pas exactement pareil. Et puis, il faut dire aussi qu'en France, cette réforme, elle est arrivée à un moment particulier. C'est-à-dire juste à la sortie du Covid. Donc les gens avaient été très, très éprouvés, comme vous, hein, comme tout le monde. Que cette réforme a été portée par un gouvernement qui avait été élu beaucoup par des voix de gauche pour faire barrage au Front National, à l'extrême droite. Et puis... qu'elle est arrivée aussi, cette loi, à un moment où les niveaux de richesse explosaient en France. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de milliardaires, que les 2 personnes les plus riches du monde en ce moment sont des Français. Pinault et Arnaud, je crois. Non, Arnaud et Bettencourt. Bettencourt, oui. Que les 40 entreprises françaises les plus cotées en bourse n'ont jamais autant performé. Donc, si vous voulez, les Français se sont dit, mais peut-être qu'on se fait avoir sur ce coup-là quand même. Au moins, discutons-en. Et comme c'est passé en force, là, c'est passé à une autre question qui est d'ordre démocratique et politique.
Zijn er nog vragen? Plus de questions. Mais peut-être vous avez encore un message pour nous à Amsterdam. Croyez à la douceur de vivre. Merci beaucoup, merci. Merci. Merci.